Entre le 19e et le 20e siècle, elles sont nombreuses. Nombreuses les nations qui voulaient à tout prix se libérer du joug colonial, se réapproprier les terres, les richesses et même leur identité. Une lutte très rarement pacifique si ce n'est que sur la base d'un bilan humain assez lourd. Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. C'est en tout cas la partie francophone. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo obtient le même résultat, l'indépendance. Le 11 août 1960, le tour au Tchad. La République centrafricaine le 13 août 1960. La République du Congo entrera dans la danse le 15 août 1960, suivi de la République gabonaise le 17 août 1960. On va s'arrêter là pour ne pas tirer en longueur. Des années 60 à aujourd'hui, quel bilan fait-on? L'Afrique subsaharienne a-t-elle évolué ou régressé? N'est-elle pas toujours sous le joug colonial? A-t-elle évolué ou régressé en réalité? Je répète. Quelle solution? Bonsoir à tous et bienvenue dans Afrique et Jeunesse. Sur ce plateau, deux invités en réalité. D'abord, M. Lewis Bungu Ngakomo, ingénieur civil des mines, chercheur en histoire et en philosophie africaine. Et puis, M. Nino Ngwamba, écrivain, auteur prolifique de plusieurs livres comme Jamais prisonnier d'opinion, Rêve d'un autodidacte, de la formation à l'initiation. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans Afrique et Jeunesse. Monsieur Nino Ngwamba, Monsieur Lewis Bungu Ngakomo, nous sommes ici pour faire un peu le bilan des indépendances sur le continent africain. Alors, je vais commencer par vous poser la question, Monsieur Lewis. A-t-on évolué ou régressé des années 60 à aujourd'hui? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Donc, je vais d'abord m'appuyer sur la présentation que vous avez faite des nations qui ont été indépendantes quasiment en 1960. Mais de façon générale, en Afrique, les indépendances ne commencent pas en 1960. Les indépendances commencent précisément en 1956 avec l'indépendance du Soudan. 1957, l'indépendance du Ghana, le Ghana de Kwame Nkrumah. 1958. Alors, c'est juste pour vous dire que je n'ai pas voulu tous les citer. D'accord, ok. Je n'ai pris qu'une partie et vous allez remarquer je que donne quand même des éléments de réponse pour clair. ceux qui peuvent aussi bénéficier de cette information. Donc, 1958, c'est le premier pays francophone à avoir l'indépendance, c'est la Guinée-Conakry de Sékou Touré. 1959 et 1960, en fait, tous les pays dont vous venez de citer, dont le Congo-Brazzaville, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, dire que nous avons évolué ou régressé, je ne pense pas qu'il y a eu un mouvement d'un sens ni de l'autre. Mais je pense plutôt qu'on a stagné. Pas d'évolution, pas d'évolution, ouais. On a fait un peu du surplace de 1960 à ce jour. On aura le temps de développer par rapport aux questions que vous aurez à nous poser. Alors, d'accord. Alors, je vais maintenant me tourner vers M. Nino Ngwamba. Monsieur Nino Ngwamba, ma question était de savoir si on a évolué ou régressé des années 60 à aujourd'hui. Bon, merci et salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais d'abord commencer par dire que 60 ans ou 65 ans pour certains pays, comme M. Lewis l'a cité tout à l'heure, il y a beaucoup d'années passées. Et quand on calcule ces années à une vie humaine, c'est plus d'une carrière. Ah, c'est clair. C'est-à-dire, vous êtes né, vous avez grandi, vous avez formé une famille, et chacun des enfants a su se trouver son chemin. Mais l'Afrique continue à être considérée à un homme de 61 ans avec une tétine à la bouche. Et quand vous regardez... Un bébé en fait. Un bébé en réalité. Et on se caresse au sens du poil avec tous les mots possibles pour qu'on se comprenne les uns les autres et qu'on tienne le même langage pour dire ça va. Mais en réalité... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'il faut faire une vraie et nette lecture, point après point, secteur après secteur. Et est-ce que vraiment la main noire
parce qu'il s'agit de l'indépendance, c'est-à-dire quitter sous un pouvoir ou bien une domination coloniale. Alors, il n'y a pas d'indépendance sans colon. Donc, c'est parce que il y a eu les pouvoirs impériaux, il y a eu l'impérialisme sur nos nations qu'on parle aujourd'hui de l'indépendance. Mais pour qu'il y ait indépendance, il faut d'abord savoir, est-ce que le pouvoir qui était sur nos nations est-il parti ou bien il a changé de forme? C'est la vraie question en réalité. Alors, donc, sur cette base, nous allons nous rendre compte que tout est mascarade. Et j'ai l'habitude de le dire, tout est système et tout est manœuvre. Tout se dit, mais malheureusement loin des caméras. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'était pas des indépendances en réalité. Non, je ne sais même pas s'il faut appeler ça indépendance. Il faut qu'on trouve d'autres mots. Ok? Il faudrait qu'on trouve d'autres mots parce que entre un don et un prêt, on ne va pas confondre. Quand vous m'avez fait un prêt, je ne dirais pas Matt m'a fait un don. Alors, le prêt, ça veut dire je travaille tout en sachant que j'ai une dette quelque part. C'est clair. Et est-ce que nos indépendances ont été vraiment des indépendances dans le sens propre ou bien c'est un prêt d'indépendance qu'on nous a fait? Malheureusement. Alors, faire une très bonne lecture, secteur après secteur, ce sont vos mots. Évidemment, nous allons maintenant commencer à faire la lecture secteur après secteur. Moi, j'aime bien commencer par la politique parce que la politique, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui gouverne tout. Et même dans le secteur économique, on parlera d'une politique économique, ainsi de suite. Monsieur Lewis Bungunga Komo, j'aimerais savoir, déjà dans le secteur économique, est-ce que les choses ont quand même bougé dans le sens positif des années 60 à aujourd'hui? Ouais, vous parlez du secteur économique, c'est politique, ça? j'allais dire. Ouais. Pas de souci, on reviendra sur l'économie. L'économie m'intéresse énormément. Oui, donc sur le secteur politique, effectivement, on trouve que rien n'a bougé. Parce que la politique, si on veut refaire la définition étymologique même de la politique, c'est gouverner ou gérer la cité sur tous les domaines, tous les secteurs aussi. Et donc, on remarque bien que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cette souveraineté-là où on peut décider de nous-mêmes de comment est-ce qu'on veut gérer la cité. Je prends l'exemple du Congo, par exemple, en 1960, on accède à l'indépendance. 3 ans plus tard, il y a un changement de régime politique. Ça a suivi quasiment dans beaucoup de pays, surtout après, francophones. Ce sont les coups d'État. Après, on est passé sur l'Afrique que j'appelle l'Afrique des coups d'État ou l'Afrique des colonels, où on a vu des colonels ou des officiers faire des coups d'État pour prendre le pouvoir. Et jusqu'à finalement les années 90, où de façon, je ne dirais pas spontanée, mais de façon hasardeuse, quasiment tous les pays africains veulent accéder à ce qu'on appelle la démocratie. Voilà, dans les années 90 pour certains, 91 et 92, c'est la vague de démocratie parce qu'à côté, il y a l'Occident qui, je suppose, qui a un peu de l'hégémonie sur la gestion du monde aujourd'hui, décide qu'il faut que ces pays-là se mettent sous un régime démocratique. Et tous les pays africains, qu'ils soient préparés ou non, se lancent dans cette course-là parce que c'est une démocratie imposée, sous prétexte que si vous ne vous alignez pas sur ce schéma, on va bloquer les dents, on va faire ceci, on va faire cela pour vous empêcher effectivement de vous émanciper. Donc sur ce chemin, certains pays, après ces vagues de démocratie, ont compris qu'ils s'étaient trompés de chemin. Et d'autres essaient d'adapter la démocratie selon les contextes de chaque pays. Et on a voulu maintenant donner une nouvelle dénomination à la chose qu'on appelle maintenant la démocratie à l'africaine. Malheureusement. Et ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Donc il n'y a aujourd'hui aucune politique ou aucun pays africain qui peut à lui seul décider de l'avenir politique de son peuple. Sur le plan politique, bilan positif ou négatif? Pour moi, je pense qu'il est négatif parce que entre ce qu'on a eu comme vision aux sorties des années 60 et aujourd'hui, rien ne marche. Il n'y a pas une indépendance de décision. C'est ça le problème. Oui, sur le plan politique, je pense que déjà dans le simple terme, nous savons que la politique
à la base, c'est l'art de gérer la cité. Ben, mais l'art de gérer la cité, quand elle devient de la sorcellerie, rassurez-vous simplement que... De la sorcellerie. Oui, c'est-à-dire oui. là, entre gestion et destruction, entre gestion et nuisance. Je comprends. C'est-à-dire aujourd'hui, le politique en général, il est devenu un instrument de nuisance. Vous savez, on a l'impression parfois que ce sont les baffles dans les coins des rues qui nuisent à la société. Mais quand vous regardez dans la manière de gérer, en réalité, c'est la politique qui nuit. Parce que elle ne met pas en place tout le mécanisme qui puisse faciliter le progrès. Donc le bilan, quand vous arrivez à Conakry, vous allez voir dans le jardin de 2 octobre une stèle élevée par le président Ahmed Sékou Touré. Il a écrit une inscription qui m'a fait couler des larmes. Il disait: l'impérialisme trouvera sa tombe en Guinée. Et quand vous regardez aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après, vous prenez un pays comme la Guinée, parce que je suis en ce net moment résident à Conakry, et donc quand vous prenez la Guinée qui a eu son indépendance dans les années 58-59, mais il y a certaines parties de Conakry, de la Guinée, qui ressembleraient peut-être même pas à Mouyonzi. Mais pourtant, c'est un pays qui a milité pour l'indépendance. Et Ahmed Sékou Touré disait même que jamais la Guinée ne se croira indépendante aussi longtemps qu'un autre pays frère est encore colonisé. C'est la même idéologie que Nkrumah aussi. Hein, donc Nkrumah, mais parce que déjà dans la vision qu'eux ils avaient, vous allez voir que Nkrumah, quand il chute au Ghana, il devient le vice-président de la Guinée avec Ahmed Sékou Touré. Donc en réalité, quand vous regardez l'avancée des pays africains, on ne va pas d'un pays à un, on ne va pas globaliser la situation. Parce qu'il y a des pays africains, quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a de l'avancée politique. En termes d'idéologie, la vision, elle est claire. Et quand vous avez dans un pays, au bout de 2 ans, 3 ans, ou de 2-3 mandats, on doit modifier la constitution, la politique de ce pays a un problème. Vous prenez aujourd'hui la politique américaine. À peine on venait de célébrer les 222 ans de la disparition de George Washington. Alors vous allez voir comment les Américains ont pu rester fidèles sur le serment de George Washington. 221 ans après, jamais l'Amérique n'a modifié la constitution totalement sur la durée d'un mandat d'un chef d'État. C'est une année. Plutôt c'est un mandat ou 2 ans et plus personne n'est revenu parce qu'il a oublié de finir son idée ou il doit s'éterniser. Mais 222 années après, quelle fidélité à une idéologie? Mais notre politique n'a pas d'idéologie parce que au bout de chemin, quand je suis dérangé, j'ai un moustique qui m'a piqué, je modifie. Quand je trouve que ma femme ne peut plus prendre l'argent du trésor, je modifie. Quand je trouve que mes enfants n'ont plus la possibilité d'avoir des perdièmes, je modifie. Donc, à tout bout de chemin, lorsqu'on modifie l'âme d'un pays, la Bible ou le livre saint d'un pays qui est la Constitution, la loi fondamentale, vous allez vous rendre compte que ce pays ne va nulle part. C'est la raison pour laquelle nous tournons autour, même les pays comme l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisé, donc qui n'a jamais eu d'indépendance, mais il y a 10 ans, 20 ans passés, nous avions fait des cotisations en classe où il fallait aider l'Éthiopie, tout ça. C'était pareil pour l'Afrique du Sud. Mais quand vous arrivez aujourd'hui dans des pays comme l'Éthiopie, c'est un pays africain, mais vous vous dites, mais le Congo ressemble à un poulailler. Il n'y a aucun endroit où on va comparer le Congo à l'Éthiopie, par exemple. Mais pourtant, c'est autant d'actions, autant d'engagement, autant de discours. Mais où en sommes-nous? Et où se trouvent les nœuds? Je suis un peu embêté par quelque chose. Vous allez me dire. Vous dites des choses intéressantes. Pareil pour M. Lewis. Vous avez compris pourquoi l'Afrique ne va pas plutôt le Congo ou certains pays du continent africain ne vont pas de l'avant
et vous avez signifié ces problèmes-là ici. Mais une fois qu'on a compris tout ça, nous, Africains, on a compris tout ça, pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi on n'évolue pas? Lorsqu'on comprend ça, on comprend que c'est telle chose qui ne va pas, qu'ici ça ne va pas. On a compris, mais les choses ne changent toujours pas. Non, on ne peut pas dire que nous avions compris. Mais vous avez compris pourquoi ça ne va pas. Non, il ne faut pas dire que nous avions compris aussi longtemps que les choses n'ont pas changé. Parce que la preuve de la compréhension, c'est le changement qui se produit sur le terrain. On peut aussi comprendre et ne pas vouloir appliquer. C'est qu'on n'a pas compris. Ça veut dire, la preuve qui montre qu'on a compris, c'est que si cette tablette est l'unique chose qui me dérange pour que j'arrive vers M. Lewis, j'ai compris que c'est ça l'obstacle et je continue à regarder la tablette devant moi, c'est que ce n'est pas pour moi un obstacle, donc ça m'arrange. Il faut quoi finalement pour qu'on comprenne? Mais il faut, je pense que il faudrait que nous puissions nous reconvertir dans le premier élément. Nous devrons nous reconvertir d'abord au véritable patriotisme que nous avons perdu, pour ne pas parler de panafricanisme. Vous savez, tous ces pères d'indépendance n'ont pas d'abord été des panafricanistes. Ils ont été d'abord des patriotistes. Des patriotes. Ils ont lutté pour leur peuple. Et ensuite, ils ont trouvé des frères aux alentours qui ont partagé la même idéologie pour en faire un combat commun. Or, nous avions laissé le patriotisme pour entrer dans le panafricanisme dans lequel nous sommes en train de nous embrouiller. Et qui a même été créé par d'autres personnes, pas par les Africains. Donc, Monsieur Lewis, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, en fait, je le laisse développer parce qu'il développe des points très importants. J'attends quand il va télé. Il est très intéressant en tout cas. Alors, on va avancer. Donc, en réalité, c'est d'abord répartir la source. Et vous voyez, vous parlez du point politique. Nous sommes, je crois, sur le plan politique sur le toujours. Point politique, oui. Lorsque vous avez perdu l'âme de patriote, vous allez vivre dans votre pays comme un étranger. Mais vous allez même faire des détournements qu'on ne peut pas expliquer. Ça veut dire, même un étranger ne prendrait pas de telles résolutions. Et beaucoup vivent comme si le pays ne leur appartenait pas. On a même l'impression que le fils du pays n'aime pas son pays en réalité. Mais c'est le manque de patriotisme. Vous voyez aujourd'hui, quand un membre du gouvernement s'élève, il y avait plein d'équipes. Kara, Diable Noir, toutes les équipes qui amenaient le Congo quand même à un véritable réveil sportif. Un ministre se réveille un matin et il va commencer à dire non, il faut aller vers un sport participatif, il faut détruire tel club pour que nous allons tous vers un sport participatif où tout le monde s'implique. Mais après, au finish, qu'est-ce que nous avions vu? On n'a rien vu. Tout s'est arrêté. Donc, en grande partie, ce qui reste à faire, c'est que nous devrons revoir notre patriotisme, donc l'amour que nous avons de la patrie. Si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des chants comme Les Trois Glorieuses où on chantait voilà, lève-toi, patrie courageuse, tout ça. Et moi, j'ai vu à l'époque des enfants pleurer à grosses larmes par rapport à un chant pareil qui est en train de montrer à chacun l'intérêt d'appartenir à un pays. Et par exemple, au Congo, parmi les choses les plus importantes qui nous restent, il n'y a que l'hymne national et le drapeau. Mais le pays est en train de s'enterrer vivant parce que les fondements sont renversés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir vers notre patriotisme. Il faut repartir vers la révolution de notre système éducatif. Il y a plusieurs d'autres. Monsieur Lewis va encore compléter, mais je pense que à la base, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Bien. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'économie qui est certainement le ventre mou de notre pays, de notre continent. Sur le plan économique, Monsieur Lewis, vous allez encore me dire que ça ne va pas. Je peux le dire à haute voix que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Parce que quand on fait un peu l'histoire économique de l'Afrique, on se rend compte que les modèles économiques qu'on a développés depuis la phase de colonisation, ces modèles n'ont jamais changé. N'ont jamais changé.
Alors, remarquez bien que tous les pays africains quasiment sont des économies de rente. Pour parler simple, en fait, c'est des économies en fait qui sont plus tournées en fait à la production des matières premières et à l'exportation des matières agricoles de base. Et on s'arrête là. On s'arrête là. Alors, ces modèles économiques ne sont pas avantageux pour l'Afrique, mais c'est plutôt des modèles que le colon a montés quand il était là, colonisateur, pour alimenter à l'époque l'Occident. L'Occident, oui. Ouais. Donc, vous allez remarquer que la plupart des matières premières qu'on produit en Afrique ne sont jamais transformées en Afrique, sauf peut-être des quantités très minimes, largement en dessous de 20%, qui sont transformées sur le continent, mais le plus souvent, ces produits sont exportés des ressources vers minières l'Europe. Qui servent à l'Europe. À l'Europe, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Occident, je parle de l'Occident, donc les États-Unis, l'Europe et même la Chine, hein, ce qu'elle fait aujourd'hui, donc l'Orient, s'arrange à ce que le modèle soit comme celui hérité de la colonisation. Parce que si vous vous développez, vous vous industrialisez, évidemment, tout le fonctionnement de leur économie, en fait, va s'effondrer. Donc, on s'arrange à ce que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit l'agriculture, toutes ces économies-là, vous développez sur place et pour alimenter les industries occidentales le plus souvent. Et finalement, il nous faut quelle économie? Ben, en fait, quel modèle économique, allais-je dire? Actuellement, aucun pays de ce temps moderne ne peut se développer sans industrie. Ça, il faut le dire. Voilà. Donc, il faut commencer par industrialiser les pays africains. Ouais. Et une fois qu'on a industrialisé les pays africains, on pourra maintenant penser à la transformation des matières premières sur place, ce qui créerait de l'emploi. Mais avant d'industrialiser les pays africains, il faut d'abord s'assurer de ce qu'on appelle en fait l'autonomie ou encore l'indépendance énergétique. Parce que l'industrie ne fonctionne jamais sans électricité. Ouais. Voilà. Donc il faut d'abord résoudre la question de l'électricité. Après l'énergie, on résout le problème de l'industrie et après, on développe notre économie. Ce n'est qu'après qu'on pourra même lancer de façon viable les zones de libre-échange continentales. Mais sinon, faire l'inverse, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Ouais. Monsieur Ngwama? Oui, il y a une question de structure. Une question de structure de base économique que nous avons faussée. C'est-à-dire... la base est faussée. La base est faussée parce que le modèle n'était pas propre à nous. Monsieur Lewis l'a dit, le modèle n'était pas propre à nous. Et vous savez, vous ne pouvez pas chercher à reproduire la beauté d'une maison par une simple photo. Ce n'est pas possible. Quand vous voulez reproduire une maison qui vous a plu, ne cherchez pas les photos de la maison, cherchez le plan de cette maison-là. Et vous voyez, quand nous voulons aujourd'hui lancer l'économie africaine, on parle des plans de relance, on parle de ceci, mais sur quelle structure? Parce que aujourd'hui, toutes les structures économiques en Afrique sont quasiment ratées. Parce que vous allez écouter, à l'époque, on parlait de l'autosuffisance alimentaire. Mais nous allons arriver à l'autosuffisance alimentaire alors que notre agriculture elle demeure un slogan. C'est toujours à l'état primaire, c'est pas industrialisé. Et à côté de ça, en matière d'échange, aujourd'hui l'Union africaine est en train de militer pour la libre circulation des personnes et des biens. Mais cette circulation-là, aujourd'hui, si nous prenons par exemple le Congo-Brazzaville, en matière d'échange, nous allons ravitailler la RDC en quoi? Parce que quand nous regardons la RDC, ce que la RDC peut produire avec sa population et autres, ravitaille pratiquement le Congo-Brazzaville. En sucre, en alimentation, certains des denrées de première nécessité, voilà, en légumes.
déjà ils vont nous envahir. Quand nous prenons l'Angola à côté, nous allons influencer l'Angola avec quoi? Donc, le Congo-Brazzaville va subir parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas un modèle propre au développement économique de notre pays. Donc, il faut travailler dans la création des structures de base du développement économique. Mais à côté de ça, il faut lutter aussi contre les antivaleurs. Parce que en grande partie, aujourd'hui, le grand combat, ce sont les antivaleurs. Quand on regarde aujourd'hui le cas présent du Congo-Brazzaville, il y a à peine quelques années, on a chanté des excédents budgétaires. Des gens qui confondent leur poche aux revenus pétroliers. Voilà, aux revenus pétroliers. On a chanté excédents budgétaires. On a dit tous sur le chemin de l'émergence d'ici 2025. Bon, aujourd'hui, avec quelle structure économique nous allons arriver vers cette émergence? Bon, cette émergence, oui, dans quel secteur? Sur le plan économique. Quel est le modèle? Déjà, toutes les poches de l'État qui se sont vidées se trouvent où? Donc, il n'y a pas l'économie, ce n'est pas toujours l'argent, c'est ce que vous avez en termes de PIB. Quand votre produit brut est hypothéqué, ça ne vous profite pas. Et évidemment, en parlant du produit intérieur brut, les statistiques montrent qu'en 1960, le produit intérieur brut de la République du Congo était de 130 millions pour une population d'1 million. Aujourd'hui, on est 5 millions d'habitants pour un produit intérieur brut de 12,5 milliards. Mais les choses ne marchent toujours pas. Malheureusement, les choses ne marchent toujours pas. Alors moi, toujours en restant sur l'économie, j'aimerais également vous poser la question que voici. Est-ce que, en ce qui concerne le développement du continent africain, ce n'est pas aussi la Banque mondiale ou le FMI qui freine ce développement-là, ce que nous appelons tout le temps nos partenaires, ceux vers qui nous allons chercher de l'aide? Monsieur Lewis. Bon, il faut dire une chose, je rappelle qu'Aminata Traoré disait que la Banque mondiale et le FMI, c'est une corde au cou. Oui, il faut d'abord rappeler que le FMI et la Banque mondiale, en fait, sont des institutions que l'Occident met en place, en fait, pour gouverner le monde. Donc, ils ne peuvent mettre en place des institutions qu'ils ne pourront contrôler, qu'ils ne pourront que manipuler, ou encore qu'ils peuvent écrire des textes qui les arrangent en premier. Souvenez-vous, quand ces choses ont été créées, c'est le plus souvent en fait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on se dit, bon, il y a eu à l'époque une Société des Nations qui a montré ses limites, il faut monter l'ONU, et après, à un moment donné, bon, il faut mettre en place des institutions pour relancer l'Europe qui s'était bien cassée suite à cette Deuxième Guerre mondiale. Et quand on écrit ces choses, les Africains n'étaient pas là. Donc, ils sont absents. Ils sont absents en fait. Donc moi, je pars sur le principe selon lequel tout ce qui est écrit hors des Africains n'est pas à l'avantage des Africains. Je ne veux pas d'abord parler de complot en tant que tel, mais je souligne juste que tout ce qui est écrit hors des Africains ne peut pas être à l'avantage des Africains, parce que personne ne peut penser à vous quand vous êtes absent. Maintenant, revenons donc sur le fait que la Banque mondiale et le FMI soient des cordes au cou de l'Afrique. On peut le dire, oui. Monsieur Doumbia Fakoli l'a bien souligné, par exemple, dans son livre intitulé « Complot contre la jeunesse africaine ». Il montre bien quel est le rôle que ces deux institutions ont joué pour mettre l'Afrique à terre. Le professeur Théophile Obenga, dans son ouvrage intitulé « Appel à la jeunesse africaine », montre également comment est-ce que ces institutions ont participé de façon active pour mettre l'Afrique à genoux, surtout avec ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel qui ont balayé quasiment tous les pays africains au même moment. Donc moi, je ne sais pas aujourd'hui dans l'histoire si on peut me montrer un pays, qu'il soit africain ou européen, qui s'est développé avec les aides ou le soutien de ces deux institutions. D'une quelconque organisation, oui. Voilà. La preuve, même l'Italie, le Portugal, la Grèce,
qui pourtant sont des pays Européens. occidentaux, européens, mais n'arrivent même pas à bénéficier des prêts pour relancer les économies de ce pays. À combien plus forte raison les pays africains? Je ne veux pas rappeler en fait tous les souvenirs qu'on a connus dans les années 80, pendant qu'on a traversé des crises. Et là encore, on revient sur le volet économique. Nos économies de rente, qui reposent leur système sur l'extraction des matières premières et l'exportation vers les centres industriels. Une fois que nous sommes en crise, une fois que le coût de ces matières premières connaît une baisse, évidemment, ça impacte sur ça nos impacte économies. l'économie. Ça peut même déstabiliser la société et même la politique. Voilà. C'est clair. Donc, Alors, il ne faut pas compter sur le FMI ou la Banque mondiale pour qu'on puisse se développer. Monsieur Ngouama. Non, pour compléter, moi je pense qu'aucun pays ne se développe avec Les aides. Donc il faut que nous nous tournons vers un modèle propre à nous qui devrait être défini ou qui devrait définir quels sont les atouts que nous avons. Le problème aujourd'hui, c'est parce que c'est celui qui vient de loin qui vient définir la valeur de notre matière. Or, en réalité, il faudrait que nous allons vers un système éducatif qui prône la valorisation de nos intelligences, de notre technicité. Nous avons aujourd'hui tous les atouts en Afrique. Nous avons la richesse, nous avons les ressources humaines, nous avons tout avec nous. Mais maintenant, le déclic, c'est la volonté politique. Parce qu'aucun pays ne se développe avec des baguettes magiques où on appuie comme ça, bon, il y a des immeubles. C'est pas possible. Non, il y a pas. Donc, il y a tout un processus, mais je pense qu'il faut répartir, consulter le peuple africain, sinon la jeunesse africaine, il faut consulter. Le problème, c'est parce que parfois, ceux qui sont à la tête pensent qu'ils sont les garants du développement. Que les élus du peuple suffisent, les députés. Non, le développement, je pense que doit être une responsabilité partagée des gouvernés et des gouvernants. Chacun doit jouer son rôle. Chacun joue son rôle. Et à côté de ça, il faudrait que nous arrivions à créer des laboratoires de récolte d'idées. Des véritables laboratoires, parce que l'avenir du monde se définit dans les laboratoires, ce n'est pas dans les rues. Alors, quand aujourd'hui toute la jeunesse est versée dans tout ce qui est loisirs, distraction, qui sera dans les laboratoires? Donc, nous allons être une Afrique qui parle, qui se bat avec toute sa richesse, mais qui aura toujours une population très pauvre, parce que nous allons de plus en plus vers ce qui nous divertit, ce qui nous abrutit, et loin de tout ce qui nous éduque, tout ce qui nous conscientise. Et c'est là l'un des nœuds que nous devrons dénouer. Et c'est là le problème. Je voudrais qu'on parle maintenant de la culture, notre identité. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple du Congo-Brazzaville, on parle de la sape. Regardez comment vous êtes habillés aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est vraiment notre culture. Alors, sur le plan culturel, Monsieur Ngouama, est-ce qu'on a évolué? Est-ce que les choses ont effectivement changé? Bon, vous savez, un homme acculturé est un homme mort. Est un homme mort. Évidemment. Et j'ai eu l'occasion quand même de faire plusieurs pays. Sur les 54 États, j'ai fait au moins 23 africains, où nous sommes en train d'apporter notre expertise sur des problèmes africains. Mais vous savez, quand vous arrivez dans une conférence, par exemple, à Dakar, ou à Conakry ou à Bamako, les pays frères, du coup, vous êtes identifiés. Parce que tout le monde vient dans sa tenue, et vous savez que le bazin, c'est un produit malien. Et c'est un produit traditionnel. Il ne passe pas dans les usines pour qu'on ait le bazin. Donc, c'est un produit fait par des artisans derrière les maisons. Mais après, il y a le bazin riche, donc la première qualité, ainsi de suite. Et j'ai vu encore quelque chose qui m'a tiqué. J'arrive à Conakry pour la première fois. Nous sommes invités par un député, une femme députée qui nous invite. Bon, vous savez, quand un honorable vous invite au Congo, vous imaginez la table bien garnie, tout ça. Nous, on arrive, j'ai mis mon costume et on arrive. Comme un bon Congolais. Oh là là, il n'y avait même pas de table à manger. Ils ont mis un beau linge.
et ensuite des assiettes. Et après, il fallait partager le repas ensemble. Moi, je croyais que c'était une affaire de religion. Bon, les musulmans, c'est comme ça. Non, ce n'est pas la religion. Ce sont les valeurs d'un peuple. Et vous voyez que vous êtes étranger. Ils ne disent même pas, mais est-ce que cette façon de manger va arranger l'étranger? Non. Vous êtes venus chez eux, c'est à vous de rentrer dans leur culture, de vous adapter. Et non seulement ça, je vais faire la dédicace d'un de mes livres. Eh bien, ils me disent, mais vous êtes à Conakry. Votre tenue ne correspond pas à cette dédicace. Wow. Eh bien, donc, vous êtes obligé de vous habiller en bazin. J'ai mis un chapeau. Et quand tu arrives, on te met un collier. Je dis, ben, mais voilà. Comme un bon Guinéen. Donc, ça, c'est... Et vous êtes accepté. Mais à côté de ça, il y a, quand vous êtes étranger, dès que vous venez d'arriver, on va partager le thé. Vous êtes 10 avec un seul verre. Parce que pour intégrer leur milieu, ils doivent sentir que vous acceptez de vous partager un seul verre. Mais chez nous, il y a déjà un problème d'hygiène. Si nous sommes 10, il y aura 10 verres. Si nous sommes 10, il y aura 10 assiettes avec des couverts. Tout ça, c'est déjà une perte de notre identité culturelle. Parce qu'il reste ce qu'il sent. Et même si c'est un sommet des chefs d'État, vous verrez le président sénégalais ou le président malien toujours dans sa culture représenter son pays. Mais nous avons un problème. Et combien même on dit que la SAP, c'est congolais, oui, mais on doit quand même un peu retirer le tir. Pourquoi? Parce que nous faisons énormément la promotion des couturiers d'ailleurs. Parce que quand vous n'êtes pas habillé par vos artisans, le tissu déjà que vous utilisez provient d'ailleurs, la couture provient d'ailleurs, et même le nom de la tenue que vous portez provient d'ailleurs. Alors, nous sommes les ambassadeurs de quoi? La même Occident, ou le même Occident que nous sommes en train de dire, sont des colons. Les ambassadeurs de la culture étrangère. Nous sommes en grande partie les ambassadeurs de leur culture. Donc en réalité, culturellement, nous sommes très pauvres. Rien qu'avoir les grains de mil, de blé dans nos assiettes venant d'ailleurs, prouve que déjà, culturellement, nous sommes perdus. La manière de manger, nous sommes perdus. Quand quelqu'un a un peu de moyens au Congo, même tenir son morceau de cuisse de poulet à la main, il trouve qu'il va se salir. Mais ailleurs, un milliardaire, il n'a pas de gêne de tenir son foufou à la main parce que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Et quelqu'un disait lors d'une conférence, il va se retrouver ici, que le ministère de la Culture est un parent pauvre. Oui, le ministère de la Culture est un parent pauvre. Vous savez qu'en réalité, aujourd'hui, je suis artiste. Je suis artiste écrivain. Quand vous regardez à mes débuts, je me lançais dans ma carrière dans les années 2001. Je suis allé voir même les ministres de la Culture à l'époque, le ministre Gakoso, on va vous expliquer qu'il n'y a pas de budget pour ça. Et de l'autre côté, vous arrivez à la Bibliothèque nationale du Congo, on va vous dire il y a un fonds alloué, un fonds d'aide à la publication et la promotion des livres. Donc pour tous les écrivains congolais, à l'époque, je crois 2001, il y avait un fonds de 6 millions l'année pour promouvoir. Mais quand vous prenez un seul livre à l'imprimerie, déjà pour 500 exemplaires, vous dépassez 1 million. Donc, c'est un parent pauvre. Et quand vous regardez dans le budget de tous les ministères du Congo, le ministère de la Culture, c'est l'un des ministères les plus pauvres. Et effectivement, c'est vrai. Monsieur Lewis, vous souhaitez ajouter quelque chose sur le plan culturel? Sur le plan culturel, c'est la catastrophe. Bon, peut-être parce que je suis homme de culture, que je trouve que rien n'avance. Effectivement, on a bien rétrogradé. On a perdu même ce que nous avions au Moyen-Âge. Oui, ça, parce qu'en fait, les différents points que tu soulignes là sont des valeurs africaines héritées depuis le Moyen-Âge ou l'Antiquité. Nous l'avions aussi, comme les peuples de l'Afrique de l'Ouest, mais seulement on l'a perdu pour essentiellement 2 choses. Alors, la première chose, je dis, pas forcément la colonisation en tant que telle où le colon vient pour frapper, parce que eux là-bas aussi, ils ont connu les mêmes des indépendances, les mêmes traitements, parce qu'on a eu tous ces indépendances les mêmes années. Mais je pense que c'est ça la différence en fait des religions que nous avons
reçues ou bien les religions qui nous ont été imposées à un moment donné en Afrique. Si vous faites bien la géopolitique des religions, vous voyez bien que toute la partie quasiment nord de l'Afrique a été bien envahie par l'islam et la partie centrale de l'Afrique par le christianisme. Seulement, le christianisme, quand il vient, il vous fait balayer en fait toutes les valeurs nationales ou culturelles que vous avez. Donc, il balaye l'identité. Or, l'islam, en fait, quand il vient, il vous domine, certes, mais il accepte de vous dominer en croyant en fait que vous avez aussi des valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour un musulman, ça ne lui dérange pas qu'à la sortie de la mosquée, par exemple, de revenir, de faire son charlatanisme, de faire son marabout. Il trouve que c'est compatible. Ça n'a pas de problème avec sa religion ou sa foi. Par contre, ici, on ne peut pas admettre, par exemple, qu'une personne qui est à l'église chrétienne ou catholique ou protestante ou tout ce que vous voulez puisse après faire le nganga ou le féticheur à la cité, quoi. Et donc, une fois que vous acceptez au nom de la croyance religieuse qui vous a été imposée, vous perdez même l'essentiel même de votre vie quotidienne. Et c'est clair. Quelqu'un, un penseur en tout cas africain, un grand écrivain de notre continent, l'Afrique, disait que le problème de l'Afrique se base d'abord sur le système éducatif. Il dit que le système éducatif est faussé à la base. Quel que soit ce qu'on fera, les choses ne marcheront pas parce qu'il faut revoir le système éducatif. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, le système éducatif, en grande partie, il faut le reconnaître, que nous sommes toujours les mêmes problèmes décriés depuis le début de cette émission. Nous irons toujours vers le même sens pour dire que nous sommes malades de l'intérieur. Voyez-vous, en 1979, Amadou Hampâté-Bâ, écrivain malien, penseur africain, va faire une comparaison à la tribune de l'UNESCO, où il va dire, mais quand vous pensez que l'Afrique n'a pas de souvenirs, n'a pas d'art, n'a pas ceci, il compare un seul cerveau d'un vieillard africain à une bibliothèque moderne européenne ou occidentale. Pouvez-vous imaginer que dans notre système éducatif, lorsque tout ce que nous étudions est conçu, confectionné noir sur blanc par des africanistes, donc les amis de l'autre côté ou les ennemis de l'autre côté, ce sont eux qui définissent nos dictées, qui s'approprient de notre histoire, les livres que nous lisons, combien même on va nous dire que les Africains étaient de couleur de peau noire, on va vous dire non, c'est pas comme ça, les Africains de comme ça, alors que Cheikh Anta Diop nous définit déjà dès la base que dans notre système éducatif, il y avait déjà des valeurs. À penser africain en tout cas. Il y a l'écriture déjà qui avait commencé en Afrique avant même que les Occidentaux viennent. Il y avait déjà la civilisation africaine depuis des siècles, avant même Jésus-Christ, on avait déjà des valeurs. Il va être d'accord avec vous sur ce point. Alors, donc, sur les systèmes traditionnels de notre éducation, il y avait des valeurs. Par des contes, nous apprenions des choses, des histoires. Je suis né quand même à l'ère des contes. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de naître à l'ère des contes. Ça veut dire papa et maman. Le soir, c'était autour du feu un peu sur les koalas là, on était assis à l'Oudima et papa, maman nous racontaient des belles histoires, mais c'était toute une civilisation, une éducation qui se transmettait des parents. Mais aujourd'hui, c'était direct. Mais aujourd'hui, quel est le parent encore qui raconte, surtout nos mamans, nos femmes aujourd'hui qui restent parfois avec les enfants, quel conte connaissent-elles ou connaissent-ils? Déjà aujourd'hui, quand vous prenez moi, je prends mon cas, j'ai connu mon père, je n'ai pas vu mon grand-père. Donc, quand je parle à mes enfants de mes parents, je m'arrête à mon père. Cependant, avant mon père, il y avait quelqu'un. Et au fur et à mesure, c'était de bouche à oreille que nos civilisations se transmettaient. Mais il y avait aussi la partie de l'initiation. Parce qu'on ne devenait pas un homme sans avoir été initié. On ne devient pas un homme parce qu'on sort de l'école.
On devient un homme parce qu'on est initié à la vie de l'adulte. On est initié à une culture qui nous permette de résister au courant de la vie, au courant philosophique, au courant de ceci. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, Almami Samori Touré, l'empire, le roi de l'empire mandingue à l'époque, lorsqu'il est en train de transmettre les civilisations au travers des rites, parce que c'était aussi un conteur, tout ça, un de ses fils va aller en Europe pour la première fois. Il va revenir et il va dire à son père, il ne faut pas mener la lutte que tu veux. Parce que le blanc que moi j'ai vu là-bas, il a le feu avec lui. Donc, il a une arme à feu. Donc, il va dire à son père que tu vas échouer dans le combat que tu es en train de mener. Simplement, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce que Almami Samori Touré a fait pour éduquer tout le monde? Il a mutilé son fils. Ça veut dire, on a mis son fils debout et on a pris un béton. On l'a donc fait comme dans une citerne. On l'a couvert et il est mort à l'intérieur. Du coup, toutes les personnes qui étaient là savaient que l'Afrique a des valeurs qu'on ne peut pas transcender au nom d'une civilisation quelconque. Donc, nous avions eu l'école. Mais l'école n'est pas l'unique endroit où on éduque l'homme. Ça aussi, c'est la colonisation qui nous a imposé un modèle, un canot par lequel nous devenons cadres. Un modèle qui ne correspond pas à nos réalités. Mais nous déjà, pour nous, l'éducation commence au pied de quelqu'un, au pied des parents. Mais aujourd'hui, au pied des parents, nous n'apprenons plus rien. On apprend dans les téléphones. Une femme, avant d'aller dans un foyer, devrait en temps réel être initiée. On avait les Tikumbi à l'époque où il y avait une éducation. Et c'était très fort. On avait une éducation, on avait moins de problèmes d'adultère, de ceci. Mais cette génération a culturé. Non, il y a un problème. Donc, au niveau de notre système éducatif, il faut que nous regardons. Peut-être qu'on ne va pas dire on va faire marche en arrière sur 450 000 km parcourus. Déjà, il faut regarder là où nous nous sommes arrêtés. Quel est le modèle propre à nous pour adopter afin de favoriser notre système, révolutionner notre système éducatif. Monsieur Lewis, on a vraiment fait le copier-coller du système éducatif, sinon des systèmes éducatifs occidentaux. Oui, ça a été un copier-coller, oui, mais modifié à votre défaveur. C'est-à-dire que c'est le colon qui vous dit il faut aller à l'école, il faut apprendre ceci. Mais pourquoi il vous demande de l'apprendre? En fait, c'est la question qu'on doit d'abord se poser. Pourquoi il nous met à l'école? Les premiers colons nous mettent à l'école pas pour que nous puissions nous développer aussi, non. C'est pour répondre à un besoin. Le besoin, c'est lequel? Il a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée qui va faire ses petits travaux, qui va dialoguer avec lui facilement et qui va convaincre ses frères qui sont, entre guillemets, analphabètes selon lui, pour adhérer à sa cause. Donc, vous allez remarquer que le plus souvent, les grandes écoles ou les petites infirmeries ont été installées dans les villes où les colons avaient leur intérêt. Si je prends le cas du Congo, on a eu des premières écoles primaires, collèges jusqu'au lycée entre les deux grandes villes que nous avons aujourd'hui. Brazzaville et Pointe-Noire. Brazzaville, parce qu'il fallait faire face aux frères adversaires belges qui étaient de l'autre côté de la rive. Et Pointe-Noire, parce que c'était la porte de sortie de toutes les richesses qu'on pouvait prendre de la partie nord du pays, véhiculée par le fleuve. Arrivé à Brazzaville, on ne peut plus faire le fleuve jusqu'à l'océan Atlantique parce qu'on traversait les zones des rapides et des cataractes. Il faut prendre le chemin de fer. On développe ce chemin de fer jusqu'à Pointe-Noire. Et arrivé à Pointe-Noire, on peut monter une école. Et quand on monte cette école, moi, je suis en mission, pour ne pas parler en expatriation. Mes enfants que j'ai ici doivent aller à l'école. Donc, ils doivent fréquenter avec les petits nègres. Et voilà comment est parti le système éducatif de tous les pays. Maintenant, nous, une fois indépendants, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Est-ce qu'on a pensé adapter cette éducation à nos réalités ou bien on a copié-collé et on est allé avec comme ça? C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, les pays africains ont des systèmes éducatifs par exemple, mais qui derrière, il n'y a aucune philosophie. C'est ça. Si vous n'avez pas de philosophie d'un système éducatif,
ben, vous allez sans un but. Et là, vous n'êtes pas surpris pour le cas du Congo, par exemple. Je posais la question à un jeune qui venait de fêter là parce qu'il a eu son bac. Je lui ai posé une question simple. Dis-moi, ben, qu'est-ce que tu as étudié comme livre en terminale? Ah, c'est le Pleurer et rire. Pleurer et rire de qui? De Henri Lopez. Mais c'est un livre que moi j'ai fait depuis 2003 en terminale. C'est le même qui est là. Ça veut dire que 20 ans plus tard, on n'a jamais changé de programme. Je pose la question à une fille qui passe en première. Je dis, mais c'est quoi la littérature congolaise? Ah non, mais on l'a fait vite fait. Je dis, ben, est-ce que tu connais le doyen de la littérature congolaise? La fille me dit non. Mais alors qu'elle porte même le nom de Malonga. Je dis, ben, ça te dit Jean Malonga? Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Baudelaire? Ah oui. Charles Montesquieu? Oui. Donc tu vois, on s'identifie facilement à Charles Montesquieu, Baudelaire, Diderot, Jean-Paul Sartre, tout ce monde-là. On ne connaît pas. Mais Jean Malonga, qui est doyen de la littérature congolaise, qui t'écrit Cœur d'Arienne, qui t'écrit Légende de Mfumu Mazono, on ne le connaît pas. Malheureusement. C'est malheureux tout ça. Et depuis le début, je vous suis attentivement. J'ai remarqué une chose. Il n'y a rien de bon jusque-là, des années 60 à aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Et c'est par là que je me permets donc de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien que vous avez noté des années 60 à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de bien en Afrique, que quelque chose que vous appréciez, vous? Bon, pour ma part, ouais. Il faut parler des pays aujourd'hui qui intérieurement se développent par rapport à leur propre modèle, qui ont pris quand même il y en a quand même. le courage, oui. Okay. Bien sûr, il faut pas que nous ramenons les problèmes de toute l'Afrique à des situations, des pays, des cas isolés. Quand vous regardez aujourd'hui le Rwanda, ne parlons même pas de l'indépendance. Le Rwanda de 94 où il y a eu génocide, un vrai carnage. Donc un vrai carnage, on pouvait très bien dire que voilà des pays qui n'allaient même jamais se relever. Mais comment de 94 à 2021, il y a eu une explosion. Donc le Rwanda devient aujourd'hui un modèle pour les autres pays frères. Sans orgueil, on peut aujourd'hui par exemple, le Rwanda vient de mettre d'accepter de changer de régime. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un pays francophone pour devenir un pays anglophone. Et quand vous arrivez au Rwanda, j'ai eu l'occasion d'y arriver, mais même quand vous atterrissez à l'aéroport, et qu'on vous disait que chez vous, dans votre pays, c'était un aéroport international, mais vous vous dites, eh bien, on se moque de qui là? Donc vous voyez, vous avez des pays comme ça, vous avez des cas isolés comme le Sénégal, qui aujourd'hui, le Sénégal est un pays africain qui a eu les indépendances, je crois, dans les années 60 aussi. Il y a aussi l'Ouganda, les pères du mobile money, on croit que ce sont les Européens qui ont créé le mobile money. Ah, le Kenya, pardon. Voilà. Donc, quand vous arrivez aujourd'hui au Sénégal, le Sénégal se développe à une vitesse exponentielle. Le Sénégal aujourd'hui a une stabilité énergétique que vous ne pouvez pas imaginer. 10 ans au Sénégal sans coupure d'électricité. 10 ans. C'est pas un pays, non, pour dire tout ça. Non, un pays. C'est pas un pays occidental, en tout cas. Mais africain. Ils sont autonomes en matière d'énergie. Et quand vous regardez aujourd'hui, ils ont mis en place déjà un métro, les trains à grande vitesse au Sénégal. Et là, ils sont en train de construire Dubaï 2. Ça veut dire qu'ils se préparent pour une explosion où le Sénégal va être le carrefour du monde bientôt, comme les Dubaï aujourd'hui. Donc, des pays qui se développent avec les moyens de bord, quelquefois, ils n'ont pas le pétrole comme nous, mais au fur et à mesure. Donc, nous prenons aujourd'hui l'alternance au niveau de la RDC avec quand même le changement une passation en public. De pouvoir, il y a un président sortant, il y a un président entrant, même s'il y a encore beaucoup de choses ratées, mais déjà saluer cette idée, voyez-vous, parce que nous sommes de la génération X, nous avions connu un président, nous sommes nés, on a grandi, nous commençons alors à on ne va pas citer le nom. Donc, non, j'ai dit génération X, donc, au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer, on se dit, là on a échoué. Mais quand on regarde le Congo, il y a des projets de 1982
qui ont quand même vu le jour. Ouais, La quand route même. Pointe-Noire-Brazzaville, moi j'ai fait route au volant moi-même, Brazzaville Jusqu'à Pointe-Noire. Pointe-Noire. Non, c'est bien. Nous avons aujourd'hui quand même des universités privées qui commencent à naître pour essayer un peu de décentraliser Brazzaville de Pointe-Noire. C'est timide. Ouais, Mais quand nous regardons aussi sur le plan infrastructurel. sur le plan infrastructurel, nous avons des hôpitaux quand même, si le plateau technique est pauvre. Mais en bâtiment, bravo quand même. Nous avons des aéroports. Ça va, ça avance quand même. Dire que ça n'a jamais marché de 60 à aujourd'hui, ce serait quand même trop osé. Mais puisqu'il s'agit d'un bilan, il ne faut pas donner le bilan pour dire aux gens ce que vous avez fait, c'est un rattrapage, ce n'est pas un développement. Donc vous êtes rattrapés. Nous vous attendons au développement. Donc aussi longtemps que vous allez nous construire des routes, vous vous rattrapez. Vous faites un hôpital, vous vous rattrapez. Faites-nous des choses dans lesquelles nous dirons waouh. Bravo. Et là, on dira, nous commençons à nous développer. Une note positive, monsieur Lewis? Après, je ne nierai pas les avancées qu'on voit aujourd'hui en termes d'infrastructures, par exemple. On ne refuse pas, il y a des développements. Le Congo que moi j'ai connu des années 90 n'est pas le même que celui qu'on a aujourd'hui. Mais est-ce qu'à cela, on va saluer qu'il y a eu vraiment un progrès? Non, il y a eu une légère avancée. On avance, mais au pas de caméléon. On voudrait peut-être que l'Afrique tout entière puisse faire un sursaut, mais je ne pense pas que ce sursaut se fera en menant des politiques individuelles de chaque pays. Il faut peut-être penser à l'unité politique comme les pères de l'indépendance ont vu. À une république fédérale. À un État fédéral. Je pense à Kwame Nkrumah, je pense à Diop, je pense à toute la pensée philosophique de Marcus Garvey, qui pense que la solution du salut de l'Afrique aujourd'hui réside dans le fédéralisme. Pensait Muammar Kadhafi également. Exactement. Il nous reste 3 minutes. La technique me fait signe qu'il reste 3 minutes. Moi, je voudrais quand même qu'en une minute, que vous puissiez faire une... je ne sais pas si je peux appeler ça proposition, mais voilà, une proposition de solution au développement. Pour ma part, la première proposition va être que nous arrivons à créer des laboratoires de récolte d'idées. Oui. Et croire en la jeunesse africaine parce qu'elle n'est toujours pas qu'une jeunesse qui est dans les bars. Elle est une jeunesse qui a étudié, donc qui a vu un avenir et qui espère en un avenir. Mais il faut qu'elle soit consultée. Deuxième point, c'est faire des mises à jour. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel appareil que vous avez, si vous ignorez les mises à jour, vous serez bloqué un jour. Donc pour nous, il faut faire des mises à jour politiques, des mises à jour dans le système économique, éducatif. Et ensuite de cela, il faut arriver véritablement à une fédération des compétences. Donc une seule Afrique, tout en sachant que chacun peut être libre d'apporter son idée pour le développement de son Afrique parce que c'est un bien commun. C'est juste. Monsieur Lewis. Oui, je vais dans le même sens. Comme je l'ai dit tantôt là, en fait, moi je crois au fédéralisme. Je ne nie pas les efforts que les pères d'indépendance ont fait pour nous amener à 1960. Mais je pense que c'était une première étape. Il faut embrasser la deuxième étape, celle qui consiste à former une union politique. Voilà, l'idée même de l'OUA de l'époque, actuellement l'Union africaine, c'était celle-là, avoir une unité politique de tous les pays africains. Et faire fonctionner l'Afrique par fédération. Après, je ne doute pas que l'idée de former des petits laboratoires d'idées soit la bonne. L'uniformisation des systèmes éducatifs pour permettre aux jeunes Congolais qui se croient au Congo pouvoir avoir les mêmes chances de travailler en Éthiopie, au Nigeria, au Sénégal, en Afrique du Sud, parce que la formation, elle est unique. Et c'est la compétence qui va faire la différence. Alors, la technique me fait signe que c'est terminé. Malheureusement, on ne peut plus poursuivre ce débat. Combien même j'aurais souhaité qu'on y reste un peu plus longtemps pour continuer à aborder les problèmes qui minent l'Afrique, mais également proposer des solutions allant dans le sens du développement. Monsieur, merci d'être venu débattre ici sur le plateau d'Afrique et Jeunesse. Je suis vraiment reconnaissant parce que l'Afrique ne se développera que aussi par ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, des propositions,
des débats qui vont dans le sens des propositions pour accompagner bien sûr notre développement donc de notre pays, de notre continent. Merci en tout cas. Je rappelle que j'ai reçu 2 invités aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Lewis Bungunga Komo, ingénieur civil des mines, chercheur en histoire et en philosophie africaine. Et puis un deuxième invité, le coach que vous découvrez peut-être aujourd'hui, peut-être. Ninos Ngwama, j'ai dit tantôt qu'il est auteur, c'est un auteur prolifique, écrivain, il a écrit Jamais prisonnier d'opinion, il a également écrit Rêve d'un autodidacte, et auteur du livre intitulé De la formation à l'initiation. Il y en a d'autres encore. Monsieur l'écrivain, merci d'être venu, merci d'être passé ici. En tout cas, je suis vraiment content de vous avoir accueilli aujourd'hui dans notre émission Afrique et Jeunesse. Ce que je voudrais ici dire, c'est que l'Afrique finira par reprendre sa place. Soyez-en sûrs. Il faut qu'on travaille, effectivement. On n'est peut-être pas encore arrivé, mais on y arrivera. Attendez-nous à la destination, nous y arriverons. Et comme d'habitude, comme en Égypte, comme la fois dernière, nous arriverons, le continent africain arrivera, reprendra sa place comme hier et nous en serons tous contents, même si ce n'est pas à notre époque. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui étiez nombreux à nous suivre. Si vous avez aimé, laissez des commentaires sur notre page Facebook NTI Média. Merci à tous ceux qui nous ont également suivis sur les autres réseaux sociaux et autres plateformes. Je fais allusion à Central TV, je fais allusion à Tweet, à Orange, à Vodacom TV, je fais allusion à Télépac. Merci et on se revoit à très bientôt.